Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, les fonctions en C++. L'idée, c'est vraiment d'arrêter d'écrire des scripts linéaires interminables, vous savez, ces blocs de code super lourds et répétitifs. À la place, on va voir comment concevoir un code ultra propre, modulaire, bref, une vraie architecture de pro. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Au programme de cette session, on va d'abord s'attaquer au problème classique du code dupliqué. Ensuite, on décortiquera les fonctions en elles-mêmes, puis on poussera le concept avec la surcharge de fonctions. On verra aussi comment séparer tout ça proprement en plusieurs fichiers, et on finira par un petit aperçu de l'avenir de votre code. Première partie, le problème du code dupliqué. En fait, pour vraiment comprendre l'intérêt des fonctions, il faut se pencher sur un vrai cauchemar de développeur, le copier-coller infini. C'est un problème hyper concret. D'un côté, imaginez une énorme boucle for qui ne sert qu'à calculer une puissance mathématique. Si on a besoin de refaire ce calcul un peu plus loin, la tentation, c'est juste de tout copier-coller. Sauf que ça crée un code énorme, complètement redondant et honnêtement impossible à maintenir. De l'autre côté, l'approche optimale, c'est un appel unique et hyper lisible comme po_custom avec les valeurs 2 et 3. La différence d'efficacité est juste monumentale. Et le vrai danger dans tout ça, c'est l'impact sur la fiabilité. Parce que dupliquer du code, ça veut littéralement dire dupliquer ses propres bugs. C'est mathématique. Si une petite erreur logique se cache dans la boucle de départ et qu'on a copié cette boucle 10 fois, eh bien on va devoir traquer et corriger la même erreur à 10 endroits différents. C'est une perte de temps phénoménale et surtout un risque énorme pour la stabilité globale d'un projet. Ce qui nous amène à la deuxième partie, les fonctions en C++. La redondance étant vraiment l'ennemi numéro 1 en programmation, voyons comment les fonctions permettent d'éradiquer ce problème. Le cœur du système, c'est ce qu'on appelle le prototype. En gros, c'est la carte d'identité de votre fonction. Il regroupe 3 éléments clés, le type de retour, le nom de la fonction et ses paramètres. En fait, le prototype annonce clairement la couleur. Il dit au programme quelles données vont entrer et surtout, quel type de données va en ressortir. Pour reprendre l'exemple de notre calcul de puissance, le prototype va indiquer qu'on lui donne des nombres entiers et qui nous renverra au final un autre entier. Ensuite, une fois que la fonction a fait son petit travail en interne, c'est l'instruction return qui entre en jeu. Et son rôle est hyper radical. Dès que le programme lit le mot return, bam, il arrête instantanément l'exécution de la fonction. Il attrape le résultat qui vient d'être calculé et il le renvoie directement au programme principal qui avait demandé le calcul. C'est un peu la ligne d'arrivée de la fonction si vous voulez. Mais attention, il y a une règle d'or en C++ qu'il faut absolument garder en tête. Le compilateur, il est super strict. Il doit impérativement connaître l'existence de votre fonction, donc avoir lu son fameux prototype, avant même que vous n'essayiez de l'utiliser dans votre code. Si vous appelez une fonction de nulle part sans l'avoir déclarée plus haut, le compilateur va juste bloquer et balancer une erreur. Donc la déclaration préalable, ce n'est vraiment pas une option, c'est la base de la syntaxe. Troisième partie, la surcharge de fonctions. Bon, une fois qu'on gère bien les fonctions classiques, on peut passer au niveau supérieur et leur donner des capacités un peu plus avancées. Et ça commence par la gestion de différents types de données. Et le secret de tout ça, c'est ce qu'on appelle la signature de la fonction. Alors attention à ne pas confondre avec le prototype. La signature, c'est juste la combinaison du nom de la fonction et de ses paramètres. C'est l'empreinte digitale que le compilateur utilise pour la reconnaître sans aucune ambiguïté. Le détail qui tue, et c'est vraiment important, c'est que le type de retour ne fait absolument pas partie de cette signature. C'est précisément cette astuce qui va nous permettre de créer plusieurs versions d'une même fonction, avec le même nom, mais prévues pour des scénarios différents. C'est ce qu'on appelle la surcharge, ou overloading en anglais. L'idée est géniale, vous gardez un seul concept, par exemple, faire une addition. Ensuite, le compilateur est assez intelligent pour choisir la bonne version de votre fonction, juste en regardant ce que vous lui donnez. Si vous lui passez des nombres entiers, disons 5 et 10, il utilise la signature pour les entiers. Si vous lui envoyez des nombres à virgule, des flottants, hop, il bascule automatiquement sur la version prévue pour les flottants. Ça simplifie énormément l'utilisation du code, sans jamais perdre en précision. Évidemment, il y a quelques règles à respecter pour que le C++ ne s'en mêle pas les pinceaux. Modifier le nombre de paramètres, aucun souci, c'est valide. Changer le type des paramètres pour passer d'un entier à un flottant, ça marche aussi. Par contre, si vous essayez de modifier uniquement le type de retour de la fonction, erreur fatale, le compilateur va crasher. Pourquoi ? Parce que le type de retour n'est pas dans la signature, rappelez-vous. Et enfin, juste changer le nom des variables dans les paramètres ne sert à rien du tout. Le compilateur s'intéresse au type de données, pas aux petits noms arbitraires que vous leur donnez. Allez, on passe à la quatrième partie, séparer son code en plusieurs fichiers. Parce que bon, quand votre projet commence à grossir, garder 50 fonctions dans un seul gros fichier, ça devient vite n'importe quoi. Il faut absolument apprendre à structurer tout ça de manière plus organisée. Et pour bien faire les choses, on y va étape par étape. Tout d'abord, on crée un fichier d'entête, généralement avec l'extension .hpp. C'est là qu'on met les fameux prototypes de nos fonctions, avec quelques sécurités qu'on appelle des gardes d'entête.
Ensuite, deuxième étape, on crée le fichier source en .cpp. C'est lui qui va inclure le fichier d'entête et c'est surtout là qu'on va taper le vrai code, la logique complète de la fonction. Pour finir, dans notre programme principal, le main, on a juste à inclure notre fichier .hpp pour utiliser nos fonctions. Le résultat, on se retrouve avec un programme principal super clean, très lisible, pendant que toute la mécanique complexe tourne tranquillement en coulisses dans des fichiers séparés. Cinquième et dernière partie, l'avenir de votre code. Même quand on a un code super bien rangé dans des fichiers séparés avec de belles fonctions surchargées, on peut toujours faire encore plus fort en termes d'optimisation. Réfléchissons 2 secondes. Quand on surcharge manuellement une fonction pour les entiers, puis qu'on réécrit presque la même pour les flottants, on est paradoxalement en train de recréer de la redondance, non ? On ne va pas tout détailler aujourd'hui, mais la solution ultime pour éviter ça, ce sont les templates, ou la programmation générique. En gros, ça vous permet d'écrire une seule fonction totalement générique, et le compilateur se débrouille pour l'adapter à la volée, peu importe le type de données. Fini la corvée des dizaines de surcharges manuelles à écrire. C'est vraiment l'élégance absolue. Bon, on a maintenant une logique bien propre, bien modulaire, mais ça soulève une énorme question. Une fois qu'on a toutes ces belles fonctions prêtes à tourner, comment on fait pour stocker un volume massif de données en mémoire afin de les alimenter efficacement? Parce que créer des actions, c'est super, mais savoir structurer les données sur lesquelles elles travaillent, c'est fondamental. Et ça, c'est exactement ce qu'on verra dans notre prochaine analyse, quand on s'attaquera au tableau en C++. Est-ce que la manière dont la mémoire est physiquement organisée pourrait carrément bouleverser toutes les stratégies qu'on vient de mettre en place? Il faudra se pencher sur cette question fascinante la prochaine fois. À très vite!